Il y a tellement de facettes différentes à explorer chez soi, et pourtant, on finit par se répéter. Je pense notamment à des acteurs comme Olivier et Guinness. À 83 ans, Paul Newman, Morant, a bouleversé le monde une dernière fois. Sur son lit de mort, il posa un enregistreur Panasonic près de son oreiller, non pas pour écrire ses mémoires, mais pour des confessions inattendues. 6 liaisons homosexuelles secrètes avec les plus grandes stars d'Hollywood. Des noms capables de détruire des décennies d'images soigneusement construites. Chantage et trahison ont été étouffés par le système des studios. Mais qui étaient les stars qu'il a dénoncées? Et pourquoi ces enregistrements n'étaient-ils jamais censés être révélés? Découvrez avec nous les acteurs du vieil Hollywood, avec lesquels l'acteur homosexuel Paul Newman a entretenu une relation secrète. Numéro 6. Steve McQueen. Parmi tous les noms figurant sur les enregistrements de Paul Newman sur son lit de mort, un se distinguait non seulement par sa célébrité, mais aussi par le danger qu'il représentait. Steve McQueen. Leur liaison débuta au printemps 1956 lors d'un week-end au Château Marmont sur Sunset Boulevard. Newman, alors âgé de 31 ans, est tout juste propulsé au rang de star grâce à « quelqu'un là-haut même » cherchait encore sa place à Hollywood. McQueen, à peine âgé de 26 ans, enchaînait les petits rôles. Avide de pouvoir et prêt à tout pour l'obtenir. Cette liaison aurait pu rester une simple aventure secrète de plus dans le Hollywood classique, mais McQueen lui donna une tournure bien plus sombre. Ce que Newman décrira plus tard comme sa relation la plus terrifiante commença lorsqu'il découvrit que McQueen enregistrait secrètement leur rencontre. Chaque mot intime, chaque confession murmurée, chaque « je t'aime » désespéré était capturé sur des bandes magnétiques dissimulées dans la suite. Pour McQueen, il ne s'agissait pas de romance, mais de moyens de pression. Lorsque le magazine Confidential, tristement célèbre dans les années 1950, pour ses attaques contre les réputations, menaça de publier un article révélant l'homosexualité de Newman, McQueen y vit une opportunité. Il présenta à Newman un accord de confidentialité dactylographié et une menace si glaciale qu'elle le perturba pendant des décennies. Vous savez ce qui arrive à ceux qui sont démasqués, n'est-ce pas? Vous avez une famille. Ne laissez pas tout s'effondrer. Newman, déjà marié à Joanne Woodward en 1958 et père de 3 enfants, n'avait d'autre choix que de se taire. Les cassettes n'ont pas disparu. Près de 20 ans plus tard, en 1974, lors du tournage de La Tour Infernale, McQueen glissa une cassette dans la main de Newman entre 2 prises, souriant comme s'il s'agissait d'un cadeau. Ses paroles étaient désinvoltes, presque moqueuses, une simple précaution. Pour Newman, ce fut un rappel constant que sa vie, sa famille et sa carrière étaient toujours à un cheveu de la ruine. La cruauté ne s'arrêta pas là. En 1980, lors de l'enregistrement du Merv Griffin Show, McQueen l'humilia publiquement, affichant un sourire narquois en le traitant de fan inquiétant qui envoyait des lettres d'amour. Les téléspectateurs riaient, inconscients du venin qui se cachait derrière cette plaisanterie. Newman, contraint de sourire malgré tout, en a gardé le poids toute sa vie. Sur ses enregistrements réalisés sur son lit de mort, il a qualifié McQueen de « homme le plus dangereux que j'ai jamais aimé ». Ce n'était pas la liaison elle-même qui le hantait, mais les enregistrements, la preuve que l'intimité, une fois instrumentalisée, pouvait devenir une prison à vie. McQueen a transformé l'amour en chantage, James Dean en tragédie. Que se passe-t-il lorsque la peur vous fait perdre la seule personne qui croyait en vous? 5. James Dean. Les enregistrements de Paul Newman ont révélé non seulement des amours cachés, mais aussi des regrets enfouis. Aucun n'a été plus douloureux que sa brève idylle avec James Dean, symbole éternel de la jeunesse et de la rébellion à Hollywood. Leur relation a débuté début 1955 sur le plateau des studios Werner Burr à Burbank. Newman,
Trent Annes, fraîchement engagé pour le film Somebody Up There Likes Me, était encore à la recherche du rôle qui le révélerait au grand public. Dean, à seulement 24 ans, était déjà une star après À l'Est d'Éden et La Fureur de vivre. Son visage s'affichait en couverture des magazines du monde entier. Ce qui avait commencé par des conversations nocturnes aux abords des studios de cinéma s'est transformé en quelque chose de plus intime. Newman se souvenait de week-ends passés dans un chalet loué à Ojai, à seulement 145 km de Los Angeles, où il partageait des bouteilles de bourbon, faisait la course à bord de la Porsche 550 Spider argenté de Dean à travers les collines et échangeait des promesses murmurées, loin des regards indiscrets d'Hollywood. Mais le secret ne durait jamais longtemps à cette époque. Un soir, un photographe indépendant du nom d'Eddie Prescott les a surpris en train de s'embrasser à travers la vitre de la voiture de Dean sur Melrose Avenue. Quelques jours plus tard, un tabloïd publiait un article intitulé « Les amants secrets du grand écran ». L'article ne les nommait jamais explicitement, mais les descriptions étaient suffisamment claires. Au milieu des années 1950, les carrières étaient fragiles et le moindre soupçon d'homosexualité pouvait faire perdre un contrat à un studio. Dean en a le plus souffert. Sous la pression, il a sombré dans la dépression, allant jusqu'à faire une overdose de somnifères et se retrouver à l'hôpital Cedars of Lebanon, où la presse l'a cruellement qualifié de déséquilibré. Puis vint l'ultime supplique. En septembre 1955, Dean Grifana en mot. Mexico, vendredi. Si vous ne venez pas, je comprendrai. Newman a admis plus tard avoir acheté le billet et être même parvenu à l'aéroport LaGuardia de New York. Mais la peur du scandale, d'être démasqué, de perdre sa famille, l'a paralysé. Il n'est jamais monté à bord de l'avion. 3 jours plus tard, le 30 septembre 1955, Dean mourut sur le coup dans sa Porsche suite à une collision sur la route 466 près de Cholama, en Californie. Il n'avait que 24 ans. Apprenant la nouvelle, Newman s'enferma dans son appartement de Manhattan et but pendant 2 jours d'affilée. Des décennies plus tard, sur son lit de mort, Newman murmura que la mort de Dean avait été le moment où il avait choisi la lâcheté plutôt que l'amour. Pour le reste de sa vie, il fut hanté par les mots qu'il n'avait jamais prononcés et la promesse qu'il n'avait jamais tenue. La mort de Dean avait profondément marqué Newman, mais Brando allait le blesser encore plus profondément. Comment survivre lorsque ces lettres d'amour font la une des journaux? Numéro 4. Marlon Brando. Parmi les confessions les plus douloureuses de Paul Newman, figure sa liaison avec Marlon Brando, l'acteur imprévisible. À l'apogée de sa gloire, semblait intouchable. Leurs chemins se sont croisés en 1960 et à l'hôtel Beverly Hilton lors d'une réception suivant la cérémonie des Oscars en l'honneur de la récompense décernée à Brando pour Sur les quais. Newman, alors âgé de 36 ans, venait de tourner dans L'Arnaqueur, un rôle qui avait fait de lui l'une des étoiles montantes les plus prometteuses d'Hollywood. Ce qui avait commencé par de l'admiration s'est rapidement transformé en quelque chose de dangereux. Newman se souvenait comment Brando organisait des week-ends secrets à Palm Springs, loin de la presse incessante de Los Angeles. Il se réfugiait dans une villa de style espagnol, louée près de Tahquitz Canyon, où les 2 hommes partageaient des matins paisibles, un café corsé d'un café de Westwood spécialement acheminé par l'assistant de Brando, et de longues après-midi à discuter de théâtre, de politique et du mouvement naissant pour les droits civiques. Newman pensait avoir trouvé un confident. Ce qu'il ignorait, c'est que Brando était déjà en train de comploter. Au début des années 1960, la popularité de Brando déclinait.
Ses derniers films avaient été des échecs commerciaux et les dirigeants de Paramount murmuraient qu'il était en train de devenir un poison pour le box-office. Pour rester sous les feux des projecteurs, Brando fit de l'intimité une stratégie. La trahison ultime survint lorsque les lettres manuscrites de Newman, des notes privées remplies de confessions, d'amour et de peur d'être démasquées, firent surface entre les mains du photographe de tabloïd Mark Weller. La chronique de Weller, publiée en 1962 sous le titre « L'amour derrière l'objectif », ne mentionnait jamais les noms, mais les descriptions étaient sans équivoque. Les lettres évoquaient l'habitude de Brando de porter un peignoir de soie rouge dans la villa de Palm Springs, et ce détail suffisait aux initiés pour faire le lien. Au lieu de protéger Newman, Brando laissa la fuite s'envenimer, car le scandale lui permettait de rester sous les feux des projecteurs dans un milieu impitoyable où la notoriété était synonyme de survie. Les répercussions se firent sentir jusque dans la vie privée de Newman. Joanne Woodward, son épouse depuis 1958, découvrit la liaison en trouvant l'une des lettres divulguées, glissée dans un magazine à Potin, son mot manuscrit à Paul, tranchant comme du verre. Si vous avez encore besoin d'un mensonge, je ne suis pas la personne qu'il vous faut. Pour Newman, Brando était devenu l'incarnation même de la trahison. Dans ses enregistrements, il résumait cette blessure en une phrase dévastatrice. Il se servait de l'amour comme d'un couteau. Chaque étreinte était une nouvelle blessure. Brando l'a trahi pour la publicité, mais la trahison de Redford était encore plus froide. Pourquoi l'enfant chéri d'Hollywood est-il passé de partenaire à destructeur? Numéro 3. Robert Redford. Peu de relations dans la vie de Paul Newman ont été aussi prometteuses et aussi dévastatrices que sa romance secrète avec Robert Redford. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois en 1968 lors de la pré-production de Butch Cassidy et le Kid. Newman, déjà âgé de 43 ans et une star incontournable, fut choisi pour incarner les hors-la-loi chevronnés Butch Cassidy. Redford, dit 11 ans, son cadet, est encore considéré comme un espoir. N'obtint le rôle de Sundance qu'après que Newman eut insisté sur le fait qu'il était le partenaire idéal. Cette insistance forgea un lien qui dépassa le cadre du tournage. Tout au long des années 1970, leur relation évolua dans le plus grand secret. Ils passaient de longs week-ends à la ferme de Newman à Westport, dans le Connecticut, loin des regards indiscrets d'Hollywood. Des amis se souviennent de leurs escapades, parties de pêche dans l'Utah, ou séjours au ski à Aspen, où Redford construirait plus tard son institut Sundance. Pour les observateurs extérieurs, leur relation passait pour de l'amitié, mais les journaux intimes de Newman la décrivaient comme une décennie d'amour, de rires et de danger. Notre propre Far West caché. Le point de rupture fut atteint en 1976. À cette époque, Newman, galvanisé par le succès de son film L'Arnaque en 1973 et sa réputation grandissante de réalisateur, programma un entretien privé avec le journaliste Stephen Close du New Yorker dans l'intention de révéler publiquement sa relation avec Redford. C'était une initiative risquée à une époque où l'homosexualité pouvait encore briser des carrières. La réaction de Redford fut rapide et calculée. Quelques heures avant l'interview, le New Yorker reçut des fax anonymes affirmant que Newman était mentalement instable, violent sur les plateaux de tournage et dépendant aux médicaments sur ordonnance, qu'il avalait avec de l'alcool. En quelques jours, les colonnes de Potin s'emparèrent de l'histoire, dépeignant Newman comme une star chevronnée mise à l'écart pour cause d'instabilité émotionnelle. L'interview fut annulée et les studios commencèrent discrètement à retirer Newman des rôles principaux. Pendant ce temps, la carrière de Redford prenait son envol. Il sortit Les Hommes du Président en 1976, confirmant son statut d'enfant chéri de l'Amérique.
Dans le milieu, des rumeurs circulaient sur des tensions avec Newman, tandis que l'image irréprochable de Redford restait intacte. Le coup de grâce fut porté en 1980 lors des BAFTA à Londres. Sur scène, interrogé sur Newman, Redford répondit froidement « Nous avons créé quelque chose de formidable ensemble, mais il faut bien passer à autre chose. » Cette nuit-là, Newman griffonna une phrase dans son journal qui traduisait la douleur de la trahison. Il ne s'est pas contenté de me renier, il a brisé la part de moi que je n'aurais jamais osé révéler sans lui. Après avoir été anéanti par Redford, Newman chercha du réconfort auprès de Sal Mineo. Alors pourquoi cette tendresse s'est-elle terminée par un coup de couteau dans l'obscurité? 2. Sal Mineo. Au milieu des années 1970, Paul Newman portait encore les stigmates de sa liaison avec Steve McQueen, des stigmates qui le rendaient méfiant envers l'intimité. Pourtant, en 1974, dans le calme d'un cabinet de thérapie sur la Cienega Boulevard à West Hollywood, il croisa le chemin de celui qui allait lui apporter un réconfort inattendu, Sal Mineo. Mineo connaissait bien la cruauté d'Hollywood. Après son rôle révélateur de Platon dans La Fureur de vivre en 1955, il obtint 2 nominations aux Oscars avant d'être brutalement écarté. Les dirigeants du studio le qualifièrent de putain de trop sensible, de trop authentique, des termes codés pour désigner un homme dont la vulnérabilité et la supposée homosexualité représentaient un handicap à une époque obsédée par l'image de la masculinité. Au début des années 1970, Mineo travaillait principalement au théâtre et enchaînait les petits rôles à la télévision pour payer le loyer de son modeste appartement sur North Horn Avenue. Leur amitié s'est nouée après des séances de thérapie de groupe, lorsque les deux hommes arpentaient ensemble les rues de West Hollywood, s'arrêtant prendre un café tard le soir au Duke's Tropicana sur Sunset Boulevard. Newman a décrit plus tard ces promenades comme « les seuls moments à Hollywood où je me suis senti en sécurité en tenant la main de quelqu'un. » Mineo, toujours poète, écrivit à Newman en 1975. Si on te traite de monstre, alors laisse-moi l'être, avec toi. Tikemote, confia Newman, furent comme une libération. Ensemble, ils rêvaient d'échapper aux attentes étouffantes d'Hollywood. Ils avaient prévu un voyage à Venise pour coécrire un scénario sur 2 hommes tombant amoureux, tandis que leur ville sombre sous les eaux, une allégorie de leur propre existence. Newman avait même acheté 2 billets pour mars 1976, un secret qu'il avait confié dans ses enregistrements privés. Mais le destin en décida autrement. Le soir du 12 février 1976, après les répétitions de la pièce « Votre chat est mort », Mineo gara sa voiture dans la ruelle derrière son immeuble. Quelques instants plus tard, il reçut un coup de couteau au cœur. Il s'effondra et mourut avant l'arrivée des secours. La police conclut à un vol qui a mal tourné, mais Newman était convaincu du contraire. Dans ses confessions sur son lit de mort, il affirmait que le meurtre de Mineo était le prix que Hollywood exige de ceux qui osent vivre authentiquement. Pour Newman, Sal Mineo était plus qu'un amant. C'était une âme douce qui offrait du réconfort, et son meurtre était le rappel brutal et définitif du prix à payer pour aimer sincèrement dans le vieil Hollywood. Le meurtre de Mineo a brisé Newman, mais les lettres désespérées de Clift ont achevé le travail. Que se passe-t-il lorsque l'amour auquel on s'accroche nous entraîne vers le fond? Numéro 1. Montgomery Clift. Parmi toutes les confessions secrètes de Paul Newman, aucune n'a eu autant de poids ni de dévastation que sa relation avec Montgomery Clift. En 1966, Newman était au sommet de sa gloire avec la sortie de Harper au cinéma, tandis que Clift approchait de la fin de la sienne. Après avoir été acclamé pour Une place au soleil en 1951 et Tant qu'il y aura des hommes en 1900,
53. La vie de Clift bascula suite à un accident de voiture quasi fatal en 1956 qui le laissa défiguré et ébranla sa confiance en lui. L'alcool et les médicaments devinrent ses compagnons inséparables. Leur lien, de l'aveu même de Newman, était forgé à la fois par tendresse et par désespoir. Début 1966, alors qu'il tournait ombre à Tucson, Newman reçut plusieurs lettres de Clift, écrites sur du papier à en-tête du hôtel. Il ne s'agissait pas de déclarations d'amour, mais de cris de détresse. L'une d'elles disait « Je n'ai pas besoin que tu me choisisses. Je vous demande seulement de ne pas nier mon existence. » Newman glissa ses lettres sous son oreiller dans l'appartement new-yorkais qu'il partageait avec Joanne Woodward, sans jamais imaginer qu'elles seraient découvertes. Le secret fut révélé lorsqu'un assistant costumier, fouillant la loge de Newman lors des essayages à la 20th Century Fox, trouva l'une des lettres de Clift et la vendit discrètement au National Enquirer. Moins de 48 heures plus tard, le tabloïd publiait un titre sensationnaliste. Paul Newman et Monty Clift, la vérité cachée. Si les noms étaient à peine mentionnés, les sous-entendus étaient sans équivoque. Les conséquences furent immédiates. Les dirigeants de Fox exigèrent des explications, craignant que le scandale ne compromette les projets à venir de Newman. Joanne, humiliée, et le cœur brisé, laissa un mot. « Si tu choisis de vivre dans le mensonge, au moins, ne m'entraîne pas dans ta chute. » La chute de Newman fut rapide. Des amis se souvinrent plus tard qu'il s'était fait admettre dans un établissement psychiatrique du Connecticut sous une fausse identité, prétextant un épuisement extrême. Bien que des proches connaissaient la vérité, il avait sombré dans une profonde dépression. 9 ans plus tard, le 23 juillet, 1966, Clift mourut seul dans sa maison de ville new-yorkaise d'une crise cardiaque, à seulement 45 ans. Newman avait reçu un appel de lui quelques jours auparavant. La conversation aurait dégénéré en cris et en larmes. Il ne s'est jamais pardonné le silence qui a suivi. Dans ses derniers enregistrements, la voix de Newman s'est brisée lorsqu'il a avoué « Je me croyais forte, mais je n'étais qu'un lâche qui savait aimer. » Pour lui, Clift n'était pas un secret de plus. C'était une blessure qui ne s'est jamais refermée. Selon vous, laquelle de ces 6 liaisons scandaleuses a le plus fait souffrir Paul Newman? Si les enregistrements confidentiels de Paul Newman étaient un jour rendus publics, pensez-vous qu'Hollywood tenterait à nouveau d'étouffer l'affaire? Ou la vérité libérerait-elle enfin ces légendes? Dites-nous ce que vous en pensez. Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante. Vous allez apprécier.